Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de correction d'exercices. Alors cette fois-ci c'est sur les 4 exercices sur les différentes transformations qui étaient à faire pour vendredi. Donc on va commencer par l'exercice numéro 22 page 108 sur les textiles thermorégulants. Donc qu'est-ce que nous dit cet exercice? On vous dit que les matériaux à changement d'état sont un exemple des prouesses de la recherche-développement dans le domaine des textiles techniques. Ces matériaux comportent des microcapsules de paraffine incorporées dans les fibres pendant l'activité sportive, le paraffine fond, et lors d'une pause dans l'activité sportive, le liquide contenu dans les microcapsules redevient solide. Alors on vous donne en données la température de fusion de la paraffine entre 22 degrés Celsius et 37 degrés Celsius. Question 1. Les changements d'état évoqués dans le texte ci-dessus affectent-ils la structure des molécules présentes dans les microcapsules? Alors, non, les entités chimiques présentes restent inchangées. Pourquoi? Parce que là, ce qu'on a, c'est de la fusion ou de la solidification. C'est-à-dire que c'est des changements d'état, c'est des transformations physiques. Si vous vous souvenez de ce qu'on avait vu dans le cours, on avait vu que les différents états de la matière, que ce soit liquide, solide ou gazeux, ça ne dépendait pas du type de molécules, mais de leur agencement les unes envers les autres. C'est-à-dire que quand c'était solide, toutes les molécules étaient très bien rangées, les unes à côté des autres, on avait tout qui était bien ordonné. Quand on avait un état liquide, on se retrouvait avec des molécules qui n'étaient plus ordonnées mais qui étaient quand même relativement proches les unes des autres. Et enfin, quand on avait l'état gazeux, c'était toujours désordonné mais les molécules étaient très éloignées les unes des autres. Donc en ce sens, les molécules ne changent pas en fait. On n'a pas de changement au niveau de la structure des molécules. Tout ce qui change, c'est la façon dont ils sont agencés. Donc c'est pour ça qu'on répond non, les entités chimiques présentes restent inchangées. Question 2A. Quel effet thermique accompagne la fusion? La solidification. Alors pour la fusion, on a de la chaleur qui va du milieu extérieur vers le corps subissant le changement d'état. Et pour la solidification, ça va du corps subissant le changement d'état vers le milieu extérieur. Grâce à ça, on peut répondre à la question 2B. Ces transformations sont-elles endothermiques ou exothermiques? Forcément, on a dit que dans la transformation de fusion, on allait vers du milieu extérieur vers le corps subissant le changement d'état, c'est-à-dire que la chaleur elle vient vers l'intérieur, donc c'est endothermique, alors que dans le cas de la solidification, c'est l'inverse, c'est l'énergie va du corps subissant le changement d'état vers l'extérieur, donc c'est exothermique, ça va vers l'extérieur. Question 3. Justifier le choix des matériaux cités. Pourquoi est-ce qu'on a choisi la paraffine? On voit dans les données de l'exercice qu'elle fond entre 22 degrés Celsius et 37. Donc on voit que la paraffine fond à une température qui est proche de celle du corps humain. En fondant de ce fait-là, elle prend de l'énergie à la peau qui se refroidit, et en se solidifiant, elle libère de l'énergie vers la peau qui se réchauffe. Donc voilà pourquoi on a choisi la paraffine, à cause du fait que sa température de fusion est proche de celle du corps humain. Question 4. Pourquoi peut-on affirmer que les textiles comportant des matériaux à changement d'état accroissent la capacité de récupération des sportifs et donc leur performance? Ces matériaux aident, pour les raisons invoquées à la question 3, à réguler la température de la surface corporelle du sportif. Et donc, je rajouterai, forcément, ça veut dire que grâce à ces matériaux, la température corporelle du sportif est optimale. Il a toujours exactement la bonne température pour avoir ni trop chaud ni trop froid. On peut donc bien comprendre pourquoi ça optimise les capacités de récupération des sportifs qui ont de ce fait-là toujours la température optimale. Voilà pour l'exercice 22. Maintenant, on va passer à l'exercice suivant, qui est l'exercice 28 sur la pile à hydrogène. Alors, on en avait déjà parlé, la pile à hydrogène, c'est une source d'énergie, d'électricité alternative au pétrole pour, par exemple, les véhicules comme les voitures. Donc là, on vous dit qu'il y a une pile à combustible, une pile à hydrogène, qui équipe une voiture qui réalise un déplacement de Paris à Marseille en consommant 8 kg de dihydrogène. Donc il lui faut 8 kg de dihydrogène pour faire ce trajet. Déterminer le volume d'eau liquide produit lors de ce trajet. Principe de fonctionnement, on vous explique, une pile à hydrogène, c'est un convertisseur d'énergie chimique en énergie électrique et en chaleur. Au cours de son fonctionnement, le dihydrogène H2 réagit avec le dioxygène O2 de l'air, il se forme que de l'eau H2O liquide. Donc on le voit là dans le schéma de la pile à combustible. On a le dihydrogène qui rentre d'un côté, le dioxygène qui rentre de l'autre, et ne ressort de la pile que de l'eau. Et il se passe la réaction chimique entre le dihydrogène et le dioxygène là-dedans dans cette batterie. On vous donne en données la masse d'un atome d'hydrogène, la masse d'un atome d'oxygène et la constante d'Avogadro. Donc là, qu'est-ce qu'il faut se poser comme question? C'est une démarche d'investigation, donc on n'a qu'une question, on doit répondre, déterminer le volume d'eau liquide produit lors de ce trajet. Comment on peut savoir? Alors déjà, on étudie une réaction chimique. Que ça soit dans une réaction chimique, physique ou nucléaire, peu importe le type de transformation, la première chose qu'on doit toujours faire, c'est savoir de quoi on parle, et pour savoir de quoi on parle, il faut établir l'équation de la réaction. Donc on va établir l'équation de la réaction, comme d'habitude, c'est-à-dire que là, c'est une transformation chimique. On va commencer par écrire les réactifs, puis les produits, et ensuite on va faire l'équilibrage de l'équation de réaction avec les nombres stoichiométriques. Alors les réactifs, on vous dit que c'est le dihydrogène et le dioxygène. Donc on va noter dihydrogène, attention de bien mettre l'état gazeux, plus dioxygène gazeux,
donne H2O liquide. Maintenant qu'on a écrit l'équation de réaction sans les nombres stoichiométriques, on va l'équilibrer. Donc là, on a bien vu un produit de la réaction, c'était l'eau, c'est marqué dans le texte. Donc là, on commence par, admettons, les hydrogènes. H2, il y en a 2 à gauche, 2 à droite. Pour l'instant, on est bon. Les oxygènes, maintenant, on en a 2 à gauche, un seul à droite. Donc pour équilibrer, il va falloir mettre un 2 ici. Sauf que maintenant qu'on a mis un 2 ici, on a 2 fois la quantité d'hydrogène. Donc on en a 4. Donc il faut mettre un 2 ici, de manière à ce que ça soit correctement équilibré. Et voilà, on a l'équation de la réaction de transformation chimique entre le dihydrogène et le dioxygène qui se passe dans les piles à hydrogène. Maintenant qu'on a cette équation de réaction, là on peut voir un peu plus clair dans ce qui se passe. Et nous, ce qu'on cherche à déterminer, c'est la quantité d'eau qui est produite lors de son trajet. Or, ce qu'on connaît, c'est la quantité de dihydrogène qui est consommée. Et si on regarde l'équation de notre équation de réaction, on voit que pour 2 moles de dihydrogène consommés, on a 2 moles d'eau produite. Ça veut dire qu'en gros, on produit lors de cette réaction exactement la même quantité de matière d'eau que la quantité de matière de dihydrogène consommée. Donc voilà, on a déjà avancé dans la réponse. Alors, comment on va calculer la quantité de matière de dihydrogène consommée? Tout ce qu'on a, c'est la masse. Donc nous, on connaît quoi comme formule? On connaît grand N, le nombre de molécules, est égal à la masse de l'échantillon divisé par la masse d'une entité. Donc ici, en l'occurrence, ça va être la masse de dihydrogène. Parce que l'entité en question, c'est le dihydrogène. Et on sait également que la quantité de matière, c'est égal au nombre de molécules divisé par la constante d'Avogadro. Grâce à ça, on peut même faire une seule formule à partir de tout ça. C'est-à-dire qu'on peut remplacer grand N ici par la formule qui est là. Ce qui va nous donner petit n est égal à grand M sur MH2 fois nombre d'Avogadro. Voilà, maintenant qu'on a cette formule, on peut faire l'application numérique. Alors la masse, ici c'était 8,0 kg. La masse d'une entité de dihydrogène, attention, on vous donne la masse d'un seul atome de dihydrogène, donc la masse d'une entité de dihydrogène, comme son nom l'indique, c'est 2 hydrogènes, donc il faut multiplier par 2. Donc on va avoir 2 fois 1,67 10 puissance moins 27 kg. Le tout multiplié par la constante d'Avogadro, donc je le mets en dessous parce que j'ai plus de place, mais normalement c'est à côté, fois 6,02 fois 10 puissance 23. Alors en faisant le calcul, on tombe sur une quantité de matière qui est égale à 4,0 fois 10 puissance 3 mol. En fait là, on a gardé deux chiffres significatifs. Attention de ne pas mettre le résultat que vous affiche votre calculatrice, ça va être 3900 quelque chose. Il faut mettre exactement le bon nombre de chiffres significatifs. Ici on en a 2 en haut, 3 et 3 en bas, donc celui qui en a le moins c'est lui, c'est 2. Donc on est obligé d'en garder 2 à l'arrivée. C'est pour ça qu'on utilise l'écriture scientifique avec les puissances de 10. Donc voilà la quantité de matière de dihydrogène consommée. Et on a vu qu'il y a autant d'eau formée que de dihydrogène consommé. Ça veut dire que la quantité de matière d'eau qui va être produite lors de ce trajet, ça va être également 4,0 fois 10 puissance 3 mol. Maintenant qu'on a ça, on peut se resservir de notre formule qu'on avait ici pour trouver la masse. Parce que là, ce qui nous intéresse, c'est la masse d'eau qui a été formée pendant le trajet. Et donc pour ce faire, on va réinverser la formule, c'est-à-dire qu'on va reprendre cette formule ici. Cette fois-ci, au lieu d'être H2, ça va être H2O. Et on va faire passer tout ça de l'autre côté pour avoir la masse. Ce qui va nous donner petit n d'eau, c'était égal à petit m sur la masse d'une entité de molécules d'eau fois le nombre d'Avogadro. C'est-à-dire que de ce fait, la masse d'eau, ce qu'on cherche, enfin la masse de l'échantillon, la masse consommée, la masse produite, on va dire, voilà, la masse produite d'eau, ça va être égal, donc on fait passer tout ça de l'autre côté, à nombre de moles d'H2O multiplié par la masse d'eau multiplié par le nombre d'Avogadro. J'ai plus de place, donc j'écris en dessous. J'ai zoomé un peu, ce sera plus simple. Voilà. Et donc si on fait l'application numérique, ça nous donne que la masse d'eau produite, ça va être égal à la quantité de matière d'eau, c'est-à-dire 4,0 10 puissance 3, multiplié par la masse d'une entité de molécules d'eau. Alors la masse d'une entité molécule d'eau, ça va être la masse de 2 atomes d'hydrogène plus la masse d'un atome d'oxygène. Et si on fait ce calcul, ça nous donne 3,00 10 puissance moins 26 kg. Donc ça c'est la masse d'une molécule d'eau. 3,00 fois 10 puissance moins 26 kg. Multiplié par, on a dit, la constante d'Avogadro, donc 6,02 fois 10 puissance 23. Et ça nous donne
en résultat une masse de 72 kg avec 2 chiffres significatifs parce qu'on en a 2 ici. Et je vous rappelle que la masse volumique de l'eau, c'est 1 kg litre moins 1. Donc 1 kg par litre. Donc si c'est 72 kg, ça veut dire que c'est 72 litres. Donc voilà, on a répondu à la question. Une voiture qui fait le trajet Paris-Marseille en consommant 8 kg de dihydrogène, elle va produire 72 litres d'eau. Alors ça peut paraître beaucoup, mais au final, c'est un gros trajet, hein, c'est un trajet de 1000 km, donc ça équivaut à 72 centilitres par kilomètre, et 72 centilitres par kilomètre, c'est un verre d'eau, quoi. En gros, ça libère un verre d'eau par kilomètre. Donc c'est finalement pas si énorme que ça. Donc voilà pour l'exercice 28, page 127. On va passer au suivant. L'exercice 32, page 128, sur la cheminée au bioéthanol. Donc on vous dit que la flamme des cheminées de bioéthanol provient de la combustion de l'éthanol dans le dioxygène O2 de l'air. Lorsque la combustion est complète, il se forme du dioxyde de carbone CO2 et de l'eau H2O. On va afficher la correction. Alors, la combustion de l'éthanol dans l'air est-elle une transformation endothermique ou exothermique? Alors forcément, c'est une combustion. Vous savez que les cheminées, ça libère de la chaleur. Une combustion, c'est toujours des réactions exothermiques parce que ça libère de la chaleur vers l'extérieur, ça libère de l'énergie. Question 2, maintenant, comme d'habitude, on doit, pour savoir un peu mieux de quoi on parle, on doit établir l'équation de la réaction. Donc là, l'équation de réaction de combustion, c'est les réactifs C2H6O liquide plus O2 gazeux donne les produits de la réaction CO2 gazeux plus H2O gazeux. Donc on écrit ça, et une fois qu'on a écrit, donc sans les nombres stoichiométriques au départ, on équilibre. Donc on commence par équilibrer les carbones, j'en ai 2 à gauche, j'en avais qu'un seul à droite, c'est pour ça qu'on a dû mettre un 2 en coefficient stoichiométrique. Ensuite, on fait les hydrogènes, j'en ai 6 à gauche, j'en avais uniquement 2 à droite, donc on a dû mettre un 3 pour que 3 fois 2 égale 6. Comme ça, encore une fois, c'est équilibré. Et enfin, un oxygène à gauche plus 2, à la base il n'y en avait que 3. Et à droite, ça faisait 2 fois 2, 4, 3 fois 1, 3, ça faisait 7. Et donc on a dû mettre un 3 ici pour que ça fasse 3 fois 2, 6 oxygènes, plus 1, 7 oxygènes. Voilà comment on a équilibré l'équation de la réaction. Alors, question suivante, question 3. Le fonctionnement de la cheminée pendant 1 heure consomme 8,5 mol d'éthanol. Calculez la quantité minimale de dioxygène nécessaire pour brûler tout l'éthanol. Alors forcément, si on brûle tout l'éthanol et qu'on vous demande la quantité minimale de dioxygène, ça veut dire que tous les réactifs seront consommés. Donc on est dans les proportions stoichiométriques. On a donc le droit d'écrire que le nombre de moles du premier réactif sur son nombre stoichiométrique est égal au nombre de moles du deuxième réactif sur son nombre stoichiométrique. Là, ici, c'est bien nombre de moles de C2H6O sur 1 est égal à nombre de moles de O2 sur 3. Ce qui nous fait donc que nombre de moles de O2, ce qu'on cherche, c'est nombre de moles de C2H6O fois 3. Et donc c'est 8,5 mol x 3, ce qui nous donne 25,5 mol. Il nous faut donc tout ça pour pouvoir consommer de dioxygène, pour pouvoir consommer tout l'éthanol. Sachant qu'une mol de dioxygène occupe un volume de 24 litres à 25 degrés Celsius, parce qu'en fait c'est constant ça, calculez le volume de dioxygène consommé par 1 heure de fonctionnement de la cheminée. Donc 25,5 mol, on sait que pour une mol c'est 24 litres, donc on n'a plus qu'à multiplier 25,5 par 24, ce qui nous donne 6,1 10 puissance 2 litres, en écriture scientifique, ça fait 610 litres. Alors là, on vous demande d'en déduire la valeur du volume d'air correspondant. Alors là, en fait, c'est un volume de dioxygène, mais on n'a pas du dioxygène pur dans l'air. L'air, on avait vu ensemble que c'était un mélange où il y avait 21% de dioxygène dans l'air. Et donc c'est comme ça qu'on calcule en fait. On dit que c'est 612 litres, et il faut le remettre à 100%, c'est-à-dire si c'est 612 litres pour 21%, combien ça donne pour 100%. Et avec ça, on va avoir le volume d'air total. Ce qui nous donne, donc 612 fois 100 divisé par 21, c'est ce que je vous ai montré là, ça donne 2,9 10 puissance 3 litres, soit 2900 litres ou encore 2,9 mètres cubes. Pourquoi est-il conseillé d'installer ce type de cheminée dans une grande pièce bien ventilée? Les pièces doivent être grandes et ventilées car la combustion consomme quand même beaucoup de dioxygène. Vous vous rendez compte, 2,9 mètres cubes d'air, c'est quand même pas mal, hein. C'est beaucoup. 1 mètre cube, c'est 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Donc il faut avoir une grande pièce pour que ça soit consommé. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on n'a pas assez de dioxygène, qu'est-ce qui va se passer? La combustion sera incomplète. C'est ce qui se passe quand on manque de dioxygène. Et la combustion incomplète, une combustion incomplète, au lieu de produire du dioxyde de carbone, ça va produire du monoxyde de carbone, qui est un gaz toxique. Et donc pour éviter les empoisonnements de monoxyde de carbone, c'est pour ça que la pièce doit être bien ventilée et être suffisamment grande. Voilà. Et enfin, le dernier exercice. L'exercice 23, page 141, c'est un exercice sur la datation au carbone 14. Donc c'est pour revenir sur l'activité qu'on avait faite ensemble sur la datation du vaisseau et des dinosaures. Là, on avait parlé de ça en activité la semaine dernière. Et donc là, on va voir de manière plus précise comment on fait exactement pour faire une datation.
Parce que certains d'entre vous me l'avaient demandé. Alors on vous répète que en octobre 2018, un vaisseau grec échoué au fond de la mer Noire est découvert. Pour dater ce navire, une datation au carbone 14 est réalisée sur un échantillon de bois prélevé sur la coque. On mesure 10,1 désintégrations par minute et par gramme de carbone. On vous explique l'assimilation du carbone 14, donc ça je vous laisserai le relire, mais c'est exactement ce qu'on avait vu dans l'activité documentaire, qui expliquait que c'est les organismes vivants qui absorbent le carbone 14 au fur et à mesure de leur cycle de vie. Et dans le document B, on vous donne une frise avec les différentes époques en fonction des dates. Et dans le document C, on vous donne une courbe d'étalonnage du nombre de désintégrations de noyaux de carbone 14 par minute par rapport à l'année. En fait, quand l'être vivant décède, au temps 0, ou même quand il est encore vivant, il a à peu près 13,7 désintégrations par minute de carbone 14. Et une fois que l'être vivant est mort, en fait, petit à petit, il renouvelle plus son stock de carbone 14, et donc au fur et à mesure du temps, ça décroît. C'est ce qu'on va voir ensemble. Question 1, expliquez la phrase en italique. Alors la phrase en italique, c'est le carbone 14 est un isotope instable. On ne vous demande pas d'expliquer instable, c'est décrit ici. On vous demande en fait d'expliquer encore une fois ce qu'est un isotope. Et là donc vous avez à répondre que le carbone 14 est un isotope du carbone 12 parce qu'ils ont le même nombre de protons mais un nombre de nucléons différent, c'est-à-dire un nombre de neutrons différents. Question 2, la désintégration du noyau de carbone 14 conduit à l'émission d'un électron de symbole, donc ça, et d'un noyau inconnu. Écrire l'équation de la réaction nucléaire correspondante à l'aide du tableau périodique. Alors là simplement, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien on a tout simplement écrit le carbone 14 donne un noyau inconnu plus un électron. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a équilibré les charges et les masses. Je vous rappelle, dans une transformation nucléaire, ça doit être équilibré en charge et en masse. Donc on a commencé par les masses, 14 à gauche, 0 ici, donc le A forcément c'est 14. En bas, 6 en charge, 6 charges positives, une charge négative, donc le Z ici c'est 7. 7 plus moins 1, ça nous donne bien 6. Et on voit dans le tableau périodique des éléments que l'élément qui correspond à 7 protons, c'est l'azote. Voilà pourquoi on en arrive à cette équation de la réaction nucléaire. Question 3, justifier le fait que la quantité de carbone 14 dans un organisme vivant reste constante. Alors pour un organisme vivant, les échanges avec l'atmosphère, absorption et rejet de dioxyde de carbone, induisent que la quantité de matière en carbone reste constante. Pourquoi? Parce qu'en fait, la quantité de carbone 14 dans l'atmosphère, elle est constante. Et de ce fait-là, au bout d'un moment, ça s'équilibre avec les échanges qu'on a avec l'atmosphère, et on finit par avoir exactement la même composition qu'avec l'atmosphère. C'est ce qui permet de faire de la datation carbone 14, parce qu'on sait toujours exactement combien de carbone 14 un être vivant avait à l'intérieur de lui au moment où il est mort. Et c'est ce qui nous permet de dater au carbone 14. Question suivante. Question 4, on vous demande d'interpréter l'allure de la courbe après la mort de l'organisme. Alors après la mort de l'organisme, plus aucun échange n'a lieu, le carbone 14 contenu dans l'organisme se désintègre, et donc la quantité de carbone 14 diminue au cours du temps, ainsi que le nombre de désintégrations. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Forcément, il renouvelle plus ces échanges de CO2 avec l'extérieur, vu que l'être vivant est mort. Et de ce fait-là, au fur et à mesure des désintégrations spontanées, parce que c'est instable et donc ça se désintègre spontanément, il va y avoir de moins en moins de carbone 14, et donc forcément le nombre de désintégrations va diminuer. Question 5, déterminer l'époque de construction du vaisseau en expliquant la démarche. Alors on sait qu'on a 10,1 désintégrations par minute, on a juste à reporter les 10,1 désintégrations sur cette courbe, aller jusqu'à la droite, tracer donc avec la règle jusqu'à la droite, et ensuite descendre pour avoir la valeur. Donc là on va avoir à peu près 2500 ans, et en sachant que le vaisseau a été découvert et analysé en 2018, ça fait 2018 moins 2500, ce qui nous donne moins 482 avant Jésus-Christ. Et quand on regarde dans la frise, moins 482 avant Jésus-Christ, ça tombe dans le rose là, ça tombe dans l'époque classique. Voilà comment on a pu dater le vaisseau. Voilà, c'est terminé pour la correction des exercices. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.